propose de passer à l'ACDF. Oui, c'est ça, ACDF. Alors, on va tout savoir sur l'ACDF. Philippe Lamy, merci. Bien, écoutez, merci de m'accueillir à la DGAC. C'est la première fois que nous participons à cette réunion de la commission mémoire, simplement pour des problèmes de disponibilité pour les années précédentes. Je vais donc vous présenter 125 ans d'histoire aéronautique à travers l'aéroclub que je préside, que j'ai l'honneur de présider et qui est actuellement basé sur l'aérodrome de Meaux. Je précise 125 ans parce qu'effectivement, très souvent, quand on parle d'histoire, on parle d'histoire d'aviation, c'est oublier aussi toute la partie d'aérostation, qui est bien sûr antérieure à l'aviation proprement dite. Et notre aéroclub, je dis notre parce que Damien Favelot est présent, il fait partie de la commission histoire, enfin nous sommes deux de la commission histoire de la CDF. Donc tout ce pan de l'histoire de l'aéronautique qui concerne donc avant tout l'aérostation est très souvent oublié. Donc cette année nous fêtons notre 125e année. Nous avons été fondés le 20 octobre 1897. Je précise que c'est un an avant l'Aéroclub de France, qui lui a été fondé le 20 octobre 1898, ce qui fait que nous sommes en France, en tout cas, la plus ancienne institution aéronautique encore existante. Ça veut dire qu'il y a eu des associations et des sociétés aéronautiques qui ont été fondées avant nous, mais qui n'existent plus, et nous sommes toujours en activité. Donc, bien sûr, l'Aéroclub de France sait que nous sommes un tout petit peu plus vieux qu'eux, mais bon, ils ont du mal un petit peu encore à l'accepter. Donc, vous avez ici le compte-rendu de notre séance de fondation. Donc, simplement une précision, la plupart à part Victor Lachambre, qui était aéronaute, tous les autres sont des personnes qui ont des professions diverses et variées. Simplement, ils ont tous la particularité d'être des anciens conscrits du 3e génie d'Arras dans les compagnies d'aérociers de l'époque. Voici, on va dire, celui qui est le cofondateur de la CDF, mais la personnalité la plus importante dans l'histoire de notre aéroclub. Donc c'est Jules Saunière également, donc il était architecte, premier président, il le fut pendant quasiment 50 ans, jusqu'en 1945, et c'est lui qui vraiment développa notre aéroclub. À l'époque, on disait une société aérostatique, après c'est devenu une association après la loi 1901, et donc nous sommes toujours association loi 1901. Alors quelques précisions concernant cette première partie de l'histoire de l'ACDF. D'abord, nous sommes nommés Aéronautique Club, tout simplement, et ensuite on a l'autorisation d'exercer notre activité sur l'ensemble de la France, puisque un certain nombre d'autres associations, d'autres succursales, d'autres annexes de l'ACDF parisien se sont développées sur Rouen, sur Marseille, mais notamment la plus importante qui était à Lyon, sous la direction des frères Boulade. Et donc cette association de l'Aéronautique Club de France lyonnais a été fondée en 1898 et en 1906, avec un accord à l'amiable avec la CDF parisien, s'est séparée de la CDF parisien pour devenir un club qui existe toujours, un autre aéroclub qui existe toujours, qui est l'Aéroclub du Rhône et du Sud-Est, qui est basé à Bron. Ce qui fait que cet aéroclub du Sud-Est et du Rhône, qui est donc à Bron, serait le deuxième aéroclub, le plus ancien après nous. La CDF, le D a été rajouté ensuite à Aéronautique Club, parce que justement il fallait nous différencier de l'Aéroclub de France, avec qui nous avons eu de très très bonnes relations pendant longtemps. Il y a à cette époque, il y avait deux grandes sociétés aérostatiques, c'était nous et puis eux. Une petite chose aussi, septembre 1898, j'en ai parlé tout à l'heure avec un des représentants du génie, c'est que le ministère de la Guerre nous a demandé de créer une école préparatoire aux aérostiers militaires, donc qui a été fondée en septembre 1898, et cette école préparatoire a permis d'alimenter très régulièrement les compagnies d'aérostiers du génie, et ensuite le 25e bataillon du génie à Versailles, d'aérostiers, à Versailles, sous la direction de M. Hirschauer.
Alors, voici actuellement la plus ancienne photo que nous avons dans nos archives. Elle date de juillet 1900. Donc, c'est un ballon, c'est notre ballon à l'époque. Donc, il s'appelle l'aéronautique. Et j'ai mis juste à côté la feuille de bord qui vous permet de voir un diagramme, comment était réalisé un diagramme de vol à cette époque. Ce ballon a fait tout un trajet, comme vous pouvez le voir, ainsi. Et puis, vous avez sur le diagramme différentes indications. Et une fois qu'un ballon était posé dans une région quelconque, dans une commune, l'aérostier devait aller faire valider son vol par les autorités locales et ensuite le ballon était rapatrié au siège de la CDF. Donc à l'époque, le siège de la CDF est sur Paris, il est resté très longtemps sur Paris, même si à partir de 1947, nos activités se sont développées sur l'aérodrome de Mont. Donc, qui dit aérostation, dit parc d'aérostation. Donc, nous avons eu 2 parcs d'aérostation. Quand je dis nous avons eu, c'est-à-dire qu'ils étaient loués à des usines à gaz. Il fallait que pour gonfler les ballons, qu'on soit à proximité de gazomètres. Donc, c'est le cas ici. Nous avons eu un premier parc d'aérostation de 1904 à 1912 à côté de l'usine à gaz de Roy-Malmaison. Elle n'existe bien sûr plus. C'est à la place maintenant un collège. Et donc, qui dit parc d'aérostation, dit animation. Il y avait des fêtes. Il y avait donc un certain nombre d'animations qui étaient menées sur ces parcs et bien sûr des ascensions, puisque chaque membre de la CDF avait ce qu'on appelle des tours d'ascension et donc la possibilité, une fois qu'il avait payé sa cotisation, de pouvoir monter en ballon. Il y avait également, ce que nous sommes toujours, une volonté de formation, c'est-à-dire que la CDF a formé des pilotes d'aérostation. On verra après pour les pilotes d'avion. Ensuite, nous avons un deuxième parc aérostatique qui se trouvait donc à Gennevilliers à partir de 1913 et qui a continué à fonctionner, c'est assez intéressant au niveau parallèle, qui a continué à fonctionner jusqu'à quasiment le début de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à la fois nous avons mené des activités d'aviation et en même temps des activités d'aérostation. À l'époque, l'usine à gaz de Gennevilliers était la plus grande d'Europe. Nous avons créé en 1902 une revue qui s'appelle l'aéronautique. Donc cette revue a fonctionné, on va dire, de façon très régulière jusqu'en 1908. Après, il y a eu des petits problèmes financiers. Elle a dû redémarrer, je crois, à partir de 1910 pour s'éteindre définitivement en 1913. Et le titre, ensuite, a été repris par l'éditeur à partir de 1919 par l'éditeur Gauthier Villard. Alors, c'est intéressant, je reviens 30 secondes sur cette revue, puisque nous avons la collection complète, et donc quand on se met à piocher, Damien, dans cette revue, nous avons l'histoire de l'aéronautique à partir de 1902 dans son intégralité. La CDF a participé également à la belle aventure des dirigeables Lebaudy. Pour ceux qui connaissent, donc c'est cette création, donc les usines Lebaudy, les sucriers, à travers 4 personnes, vous en voyez 3 qui sont affichées ici sur la diapositive, à travers M. Julio, qui était donc l'architecte, celui qui a créé, dessiné le ballon. Vous avez le jaune là, qui est juste là, sous la galerie, tout en haut. La galerie qui était à l'époque au pied de la Tour Eiffel. À travers également donc Édouard Surcouf, qui était le constructeur, qui était membre de la CDF également, et également à travers M. Jutmes-Serret, respectivement le pilote et le mécanicien du dirigeable Lebaudy. Enfin, des dirigeables, puisqu'il y a eu, je crois, de mémoire, 13 dirigeables qui ont été construits dans la plaine de Moisson, dans la boucle de la Seine, vers Mantes-la-Jolie, à peu près. Alors, quelque chose, c'est l'école de vol plané de la CDF à Champlan, donc c'était pompeusement appelé par Charles Dolphus, qui fut membre de chez nous, donc ça explique peut-être la chose, comme la première école aéronautique du monde. Bon, on travaille un petit peu sur cette histoire, et bon, c'est un petit peu pompeux quand même de dire que c'était cette première école. En tout cas, la butte Chaumont, qui se trouve à Champlan. Champlan, c'est une petite commune entre Palaiseau et Longjumeau, a servi entre 1906 et 1913 au développement de vols planés, et donc régulièrement les membres de la CDF venaient s'entraîner au planeur sur cette colline. La photo que vous voyez, ce sont des photos qui datent de mai 1906, et le personnage frisé que vous voyez sur la diapositive qui est à droite, c'est Gabriel Voisin, qui était membre de la CDF et qui nous a donné ce planeur que vous voyez ici. Planeur qui a été construit à l'époque par les usines Blaye et Voisin quand ils étaient tous les deux associés. Comme il était membre de chez nous et qu'il aimait beaucoup la CDF, qu'il considérait comme une véritable société démocratique,
au sens où notre recrutement à l'époque était beaucoup plus large, n'était pas réservé simplement à une certaine notabilité, eh bien, Gabriel Voisin avait donc une très bonne relation avec nous. Il nous a donné ce planeur. Et juste après, là, ça date de mai 1906, et le 10 juin 1906 également, c'est le capitaine Ferber qui nous a donné notre deuxième. Donc, c'était nos premiers aéronefs, celui de Voisin et celui du capitaine Ferber. Voilà. Donc, qui dit essai, dit essai un petit peu particulier. Hein. Donc, les différents membres de la CDF se sont échinés pour certains à essayer de voler avec certaines machines. Donc, vous voyez, là, il y a un membre qui s'appelait M. Florency, et qui, donc, là, on est dans les années 1907, continue à essayer de faire voler une machine, tirer, enfin, pas tirer, mais sur un câble, par exemple. Alors, un point très particulier qui nous tient à cœur, n'est-ce pas, Damien, c'est Marie Surcouf et le Comité des Dames. Alors, le Comité des Dames, c'est une création de la CDF. Tout simplement, il faut savoir que les sociétés aérostatiques, à cette époque, avant 1914, n'acceptaient pas les dames. Elles n'avaient aucun droit. Elles pouvaient éventuellement participer à certaines activités, mais toujours accompagnées, et elles devaient obligatoirement apparenter à un membre de la CDF. Et il se trouve qu'à partir de 1906, Jules Saunière a eu la très bonne idée de confier à Mme Édouard Surcouf, elle s'appelle Marie Surcouf, née Bayard, donc vous voyez, c'est des noms qui sont porteurs quand même, de créer le Comité des Dames. Ça a été la première association féminine d'aérostières. 1906-1908, c'est-à-dire que c'était une commission au sein de la CDF, uniquement dirigée par des femmes, et donc qui a permis le développement de l'aérostation, mais Mme Surcouf avait vraiment un discours féministe, c'est-à-dire que pour elle c'est une revendication. L'aéronautique devait permettre aux femmes aussi une forme d'émancipation. La photo qui est à gauche représente le premier vol d'un équipage féminin qui a été réalisé en août 1906. Le ballon s'appelle le Bengali. L'équipage est féminin. C'est le premier vol historique avec uniquement un équipage féminin. J'insiste bien. Madame Surcouf, qui a eu son brevet de pilote en juillet 1906, pilote ce ballon en compagnie de Mademoiselle Gache, qui est donc la secrétaire du Comité des Dames. Il y a eu après une petite dissension entre le Comité des Dames et la direction masculine de la CDF, au point qu'une grande partie des dames ont démissionné du Comité des Dames pour créer un aéroclub féminin qui n'a rien à voir avec la CDF, qui est devenu complètement indépendant, mais qui est, à mon avis, à ma connaissance, historiquement, le seul aéroclub complètement féminin, à direction féminine, aéroclub dans lequel les hommes n'avaient, je dirais, aucun droit, pratiquement, c'est-à-dire qu'ils avaient, ou on inversait le problème, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de participer aux activités de la STELA parce qu'ils étaient apparentés aux membres. Voilà, un membre féminin, j'entends bien. Donc là, nous avons la première réunion, si on voit la diapositive de gauche, la première réunion de la STELA, et ensuite, donc avec le premier bureau et le deuxième bureau, la personne qui est complètement à droite, la deuxième, oui, j'ai un laser. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà. C'est Madame Blériot qui est ici. Donc, c'est une petite parenthèse concernant la STELA, parce que nous avons à cœur de faire connaître Marie Surcouf. Damien, qui est présent à cette tribune et qui donc est à la CDF, est en train de préparer un mémoire de maîtrise sur Marie Surcouf, parce qu'on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il y avait des conférences sur les femmes dans l'aviation, ça commençait à la Baronne de la Roche, et comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, toutes les femmes qui ont participé à l'histoire de l'aéronautique, notamment les aérostières, sont passées sous silence. Voilà, nous travaillons à faire connaître la mémoire de Marie Surcouf, et nous avons la chance de pouvoir connaître son arrière-petite-fille. Voilà, donc d'autres activités de la STELA, quelques images. Sur la diapositive, l'image de droite, Madame Surcouf, et donc là c'est tiré du parc d'aérostation de l'Aéroclub de France, qui se trouvait donc à Saint-Cloud. Nous sommes également à la veille de la guerre de 14, donc la STELA remet un drapeau aux troupes de l'aéronautique. Donc à la fois nous sommes dans une promotion de l'aérostation féminine et en même temps dans une œuvre patriotique. Alors j'ai découvert à travers ce document qui nous a été remis par le descendant de Ernest Buch que la CDF
a donc délivré des brevets d'aviation. Je pensais qu'il n'y avait eu que l'Aéroclub de France qui avait eu ce droit. Nous avons délivré 25 brevets entre 1909 et 1913. Le premier brevet d'aviation que nous avons déposé, c'est celui de Louis Pollan. Alors ensuite, certains brevets de la CDF sont restés purs à CDF, si je puis dire. D'autres ont été convertis en brevets d'aviation de l'Aéroclub de France. Nous avons un document qui ne me semble pas intéressant non plus. Nous avons ici, vous voyez, un brevet de pilote qui a été remis également à un Crelet Chevaux, qui était donc un des pilotes aviateurs qui a été breveté par la CDF. Louis Pollan, ici, qui était membre aussi également de chez nous. Alors, les cours, les conférences et la formation, oui, parce que la CDF, dès 1897, a une volonté de promouvoir l'aérostation, puis après, bien sûr, l'aviation, à travers des cours, des conférences. Le programme que vous avez ici date de 1902, et après la Seconde Guerre mondiale, tout ce travail de promotion des différents métiers de l'aéronautique a continué avec la CDF, notamment ici, depuis le début quasiment, mais ici, vous avez un document concernant l'école des mécaniciens et l'école de formation de la CDF, qui était à l'époque, dont le siège social était rue Lafayette. Donc je passe très vite sur la guerre de 14. La guerre de 14 fait qu'un bon nombre de membres de la CDF ont été mobilisés, bien sûr, et sur la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, l'activité aéronautique a été réduite à zéro avec l'occupation, et la CDF s'est maintenue dans le moment, en développant notamment tout un volet modélisme qui a commencé à partir de 1941 jusqu'à la libération. À partir de 1945, la CDF renaît tout doucement de ses cendres, et j'insiste sur la personnalité de M. Alexandre Alarleuf, pur autodidacte, qui a développé au sein de la CDF la première section d'astronautique, et qui est à l'origine, vous voyez l'affiche qui est ici. Cette affiche est exposée au musée du Bourget. C'est le premier congrès international d'astronautique, à l'origine donc à Alarleuf, et donc qui a été porté sur les fonds baptismaux par la CDF. Alors, la CDF, depuis 1947, nous sommes sur l'aérodrome de Meaux. Notre siège social était toujours sur Paris. On a eu 3-4 sièges sociaux sur Paris. Notre activité a commencé à se développer aussi sur l'aérodrome de Meaux, au sein d'une fédération d'aéroclubs. Et puis tous ces aéroclubs, à fur et à mesure, ont disparu et est resté l'Aéronautique Club de France qui continue donc ses activités sur ce terrain. Je reviens aussi une petite chose, j'ai parlé de Champlan tout à l'heure, sur l'école de vol plané. Il faut savoir que sur le terrain voisin d'ici Limoneau, Louis Pollan nous avait offert gracieusement un hangar qui nous a permis également de développer une activité d'aviation sur le terrain d'ici Limoneau. Et je termine, donc le CDF 125 ans après, notre clubhouse ici sur Meaux, et puis les 3 avions que nous avons actuellement, enfin il y en a 4 maintenant. Donc nous avons des archives. Les documents que je vous ai montrés proviennent de nos archives. Nous avons nos archives depuis 1897. Certaines ont disparu. Nous avions une bibliothèque absolument extraordinaire, puisque comme nous étions une association assez reconnue et assez importante, nous avions des dons de tous les pionniers de l'époque. J'ai exhumé dernièrement une conférence qui a été faite par Gustave Eiffel en 1912, que j'ai scanné, puisque nous avons un site Facebook consacré à l'histoire de la CDF, et je crois qu'il y avait quelqu'un, c'était peut-être le projet Fernand d'ailleurs, quelqu'un qui m'a demandé de passer un certain nombre de documents issus de cette conférence de Gustave Eiffel. Donc nous avons des archives, nous sommes en train de travailler avec Damien sur la classification de ces archives, des archives qui nous étaient en propre, des archives que nous avons achetées, que nous avons chinées, et puis également des archives que nous avons extraites de différentes archives publiques ou privées. Et nous avons la chance également d'avoir trouvé à travers le site CDF des gens qui nous ont contactés et qui sont des descendants. Donc ils nous ont remis également un certain nombre d'archives et puis des informations concernant les personnes de l'époque pour la CDF. Alors nos projets, un moment de maîtrise sur Marie-sur-Couffe, et puis surtout un travail que j'espère qu'il va pouvoir être mené à bien par Damien, une thèse sur l'histoire de notre aéroclub,
125 ans d'histoire, et à chaque fois qu'on se rend compte et qu'on discute, on s'aperçoit que quand on commence à tirer un fil, c'est une pelote sans fin. Nous avons une richesse énorme dans cet aéroclub. Ces archives, c'est nous qui les gérons tous les deux pour l'instant. Elles sont à la disposition des gens qui voudraient bien être intéressés par l'histoire de notre aéroclub, mais également au-delà par une partie de l'histoire de l'aéronautique. Elles sont à disposition. Nous avons un site ACDF, donc sur l'aérodrome de Rouen. Nous avons une page Facebook Aéronautique Club de France, et nous avons une page Facebook Aéronautique Club de France, histoire sur laquelle je mets un certain nombre de documents. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Merci.